Est-ce que tu sais quel est le point commun entre Novak Djokovic et Alexander Zverev? L'un comme l'autre, ils vont disputer leur première demi-finale en Masters 1000 en 2023. L'Allemand s'est imposé 2 fois sur les 3 dernières confrontations contre le Serbe. Alors, est-ce que ça sent le danger pour le Joker? Je ne pense pas. Je t'en dis pas plus. On se retrouve après le jingle. De retour aux États-Unis depuis 2 ans, Novak Djokovic a faim. Il va aller chercher son 39e titre en Masters 1000, son 3e dans l'Ohio. Par contre, le seul petit problème, c'est que comme tout champion, il cible ces événements, si bien que son dernier titre dans cette catégorie tournoi remonte à Rome 2022. Ok, il n'a disputé que 3 Masters 1000 depuis, au Rolex Paris Masters, à Monaco, ainsi qu'à Rome cette année. Mais si on regarde un petit peu plus loin sur ses 10 dernières participations en Masters 1000, il a remporté que 3 titres à Rome 2020, au Rolex Paris Masters en 2021 et à Rome en 2022. Son parcours, Davidovich Fokina, Monfils, Fritz, il a concédé 0,7, il a passé en tout 2h53 sur les cours, soit le temps moyen d'un match de Carlos Alcaraz cette semaine à Cincinnati. On l'avait dit lors de notre analyse du tirage au sort, certains présageaient l'enfer à Novak Djokovic parce que ses principaux adversaires avaient bien performé à Toronto, sauf qu'on sait que c'est très compliqué d'enchaîner coup sur coup sur 2 Masters 1000. En témoigne en 2022, Carreño Busta et Hurkacz, les 2 finalistes au Canada qui s'étaient inclinés d'entrée à Cincinnati. Là, ça a été un petit peu similaire. Davidovich Fokina au premier tour qui a abandonné après un set où, Novak Djokovic revenait, il se mettait un petit peu en jambes. Ensuite, ça n'a pas été Deminor, le finaliste du Canada, mais Gaël Monfils qui avait puisé déjà pas mal à Toronto, plus cette semaine dans l'Ohio. Et en plus, on sait que Djokovic, c'est un petit peu sa bête noire, 19-0. Maintenant, le Français n'a pas du tout les armes pour inquiéter le Serbe. Et enfin, en quart de finale, Taylor Fritz qui est passé à la moulinette serbe. Parce que oui, contre Taylor Fritz, ça fait 6-0, 6-4, une masterclass dans le premier set de la part de Novak Djokovic. Un Novak Djokovic un petit peu vintage, qui avait vraiment un très bon niveau d'agressivité, qui a écœuré son adversaire, il perd seulement 8 points. Et comme souvent, quand on met une bulle, derrière, il y a une petite phase de décompression. Ça s'est encore confirmé dans le second set, sachant que Fritz va breaker d'entrée, il va mener 4-2, et ensuite Novak Djokovic va mettre les 4 jeux suivants. On sait que l'Américain n'a pas forcément le style de jeu pour inquiéter le Serbe, hormis, ce petit coup de mou, quand il s'est déchirure à l'Open d'Australie en 2021. Derrière, c'est quand même un match-up très favorable pour Novak Djokovic qui arrive à s'appuyer sur la puissance de son adversaire, à contrer, à rediriger longue ligne. Vraiment, Fritz qui n'y arrive pas dans ses face-à-face, même s'il avait fait un bon match compétitif aux ATP Finals. Et si on doit un petit peu juger la semaine de Novak Djokovic, il est en rodage, il est en reprise, il n'avait plus joué en simple depuis sa finale perdue à Wimbledon contre Carlos Alcaraz. Il a commencé en double, qu'il a perdu. On a vu qu'au service c'était compliqué, ça s'est confirmé contre Davidovich Fokina, seulement 49% de première balle. Vraiment, il est en perpétuelle progression cette semaine pour retrouver vraiment toutes ses sensations et arriver au top à l'US Open. Gaël Monfils, il connaît la recette, le Français n'arrive pas à faire le point du fond du court contre le Serbe. Et contre Taylor Fritz, vraiment on a senti que le Serbe est monté d'un cran, et justement c'est parfait parce que la fin du tournoi approche, et c'est là où il va devoir retrouver petit à petit ses meilleures sensations, même si encore une fois son pic de forme, il souhaite l'atteindre à l'US Open. D'ailleurs, pour retrouver la première place mondiale, Djokovic doit s'imposer impérativement à Cincinnati et Alcaraz doit perdre en demi-finale, sinon il restera quoi qu'il arrive numéro 2. En tout cas, il est qualifié d'ores et déjà pour les ATP Finals pour la 16e fois avec ce triomphe en quart de finale contre Taylor Fritz. Avant de passer à son adversaire des demi-finales, un mot du sponsor de cette vidéo, Royalties. Tu connais la bourse, tu investis dans une entreprise auquel tu crois en achetant des actions et en fonction des performances de cette dernière, tu vas améliorer ou non tes rendements par rapport à ton investissement initial. Royalties, c'est exactement la même chose, sauf que tu n'investis pas dans des entreprises, mais dans des talents. Donc là, tu as plusieurs sports qui sont représentés. Bien sûr, on va s'intéresser au tennis, où tu peux investir dans différents talents. Hugo Gaston, Daniil Medvedev, Nick Kyrgios, Noskova, Caro Garcia et bien d'autres. Je te laisserai aller voir sur leur site. L'idée, c'est, tu as un talent auquel tu crois, tu penses qu'il va bien performer, tu investis dedans. Donc tu vas acheter un ROI, ce qui est l'équivalent d'une action. En moyenne, le ROI, il peut être aux alentours de 2 €. Ça va dépendre en fonction des résultats de la personne, si c'est plus ou moins cher, comme les actions pour une entreprise. Mais en tout cas, tu peux t'en sortir pour une entrée à 2 € sur ta première transaction, et en fonction justement des performances de ce joueur par rapport à ce qu'il montre sur le terrain, également sur ses réseaux sociaux, il y a un algorithme qui va calculer ça, et chaque mois tu vas avoir une plus-value sur ton apport initial. Chaque joueur s'engage sur un contrat de 10 ans avec Royalties et je trouve ça vachement intéressant parce que toi, en tant que suiveur, tu peux investir sur les pépites auxquelles tu crois et tu vas profiter un petit peu de leur succès parce que avec leur performance, tu vas être rémunéré. Je te mets un lien d'affiliation dans les commentaires, tu t'inscris et tu vas profiter d'un bonus sur ta première transaction. Grâce à ce lien, bien évidemment, c'est une activité responsable, n'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Et encore un grand merci à Royalties pour soutenir la chaîne Gamesnet Talk.
On passe tout de suite à Alexander Zverev, le petit coquin. La semaine dernière, je le voyais aller très loin à Toronto, je le voyais même gagner. Il prend seulement 3 petits jeux contre Davidovich Fokina, et là cette semaine, comme par hasard, il arrive en demi-finale à Cincinnati en battant notamment Daniil Medvedev. En 2023, c'est 36 victoires pour 18 défaites, donc 12 victoires pour 9 défaites sur dur. C'est normal ce bilan parce qu'en début de saison, on sait qu'il était sur une phase de reprise, donc il a pas mal de contre-performances sur le premier trimestre de l'année, et c'est un titre cette saison à Hambourg il y a quelques semaines sur terre battue chez lui. Cincinnati le connaît bien, l'aurait ici même en 2021 contre Andrei Rublev. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'avant cette édition, il n'avait jamais remporté le moindre match dans l'Ohio, 6 participations, 6 défaites. Je te l'avais bien dit que le Z, il était taquin. Son parcours: Dimitrov, lauréat en 2017, Nishioka, Medvedev, lauréat en 2019, et Manarino. Bon, lui, il a jamais été lauréat de Cincinnati. Il a passé 6h56 sur les cours, il a concédé 1-7, c'était contre le Russe. Et après 2 premiers tours tranquilles de l'Allemand contre Dimitrov et Nishioka, pourtant, voilà, Dimitrov, c'est un match piège dans ces conditions rapides, on sait qu'il peut très bien jouer le Bulgare. On a eu une belle purge contre Daniil Medvedev, mais qui va faire du bien au mental de Alexander Zverev, sachant que cette année, il avait perdu 3 fois contre le Russe, donc une fois à Indian Wells et 2 fois sur terre battue à Monaco et à Rome, et sur certains matchs, voilà, il était pas si loin de la victoire contre Daniil Medvedev. Donc là, pouvoir s'imposer en 3-7, forcément, ça va faire du bien dans la tête, mais c'était pas un grand match, hein. À chaque fois, on sait, entre ces deux joueurs, c'est toujours compliqué. Ça rappelle les Murray Djokovic de l'époque où ça joue du fond du court, loin de sa ligne. C'est compliqué d'avoir des points gagnants, d'avoir un joueur qui soit un petit peu créatif, qui montre un petit peu d'agressivité. On a eu un Sacha Zverev qui a su faire la différence, parce que pour faire la différence contre Daniil Medvedev, justement, il faut essayer d'aller vers l'avant, de chercher les coups gagnants, un petit peu comme avait fait Alex de Minaur la semaine passée, parce que voilà, Medvedev, il te remet, mais il ne propose pas d'agressivité, de monter au filet. Son jeu, voilà, c'est assez linéaire. Donc, si t'as un adversaire derrière qui fait la pluie et le beau temps en face, forcément, il va profiter des fautes adverses. Mais par contre, si t'as quelqu'un qui joue dans sa filière de jeu, il va falloir aller chercher ton point. Donc là, ça passe par la puissance ou par suivre derrière tes offensives, donc monter au filet. Donc là, on a un Allemand qui a fait 2 fois plus de fautes que son adversaire, 49 pour 25, mais également 23 coups gagnants supplémentaires. Il a cherché à monter au filet, 39 montées quand même dans ce match pour Sacha Zverev. Donc voilà, il a vraiment voulu jouer un petit peu à contre-nature pour aller chercher ses points. Et le Russe, qui devra se remettre en question avant l'US Open, qui reste beaucoup trop dans sa filière du fond. Zverev, il nous a donné son secret pour s'imposer enfin contre Daniil Medvedev. Il a joué au golf avec Alcaraz il y a quelques jours à Toronto et il a demandé quelques conseils à l'Espagnol pour battre justement le Russe. C'est ce qu'il a déclaré auprès de Tennis Channel dans une interview. Donc voilà, on espère qu'il a pris également des billes pour savoir comment battre Novak Djokovic, sachant que Alcaraz s'était imposé coup sur coup contre Medvedev et Djokovic à Wimbledon. En tout cas, la Zverev, il sera 12e au pire, il passe 11e s'il s'impose contre Djokovic, et surtout au tirage au sort de l'US Open, il évite le top 4 en 8e de finale, donc ça c'est non négligeable. Les confrontations, il y a 7-4 pour Novak Djokovic, 2-1 pour l'Allemand sur les 3 derniers matchs qu'ils ont disputés. Sur leurs 5 derniers matchs, Zverev a toujours pris au moins un set, et par contre, à l'inverse, les 6 premières rencontres entre les deux joueurs, à chaque fois ça s'est disputé au minimum de 7. En fait, nous c'est Games Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, sachant que là, on va couvrir la fin du tournoi de Cincinnati et surtout, on va te faire une couverture complète du dernier grand chelem de l'année à l'US Open. Donc c'est maintenant ou jamais si tu veux t'accrocher au wagon Games Talk, t'actives la petite cloche et tu seras notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille vidéo. Au niveau des clés tactiques par rapport à leur précédente confrontation, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les deux ne sont pas encore à leur top niveau. On a Novak Djokovic qui est sur le retour, en plus en Masters 1000, son but c'est d'atteindre son pic de forme à l'US Open en grand chelem, et Zverev qui se cherche encore. On sait qu'il a eu une première partie de l'année compliquée, même s'il a eu cette demi-finale à Roland Garros par rapport à son retour de blessure, et là il n'est pas encore à son top niveau. En tout cas, on sait ce que les deux joueurs vont essayer de mettre en place. Généralement, Alexander Zverev, il s'entête un petit peu à vouloir jouer Novak Djokovic du fond du court, ce qui fait qu'il a tendance à se montrer un petit peu trop passif, et là, le Serbe peut en profiter, mais il faudra qu'il s'appuie sur les 2 dernières victoires qu'il a eues contre Novak Djokovic. Avec 2 schémas de jeu un petit peu différents, aux Jeux Olympiques, il a su renverser le match en se montrant ultra agressif. Par contre, aux ATP Finals, c'était vraiment une masterclass, je trouve, de sa part, où il a vraiment trouvé le bon compromis entre défense et agressivité. Il a vraiment su parfaitement négocier Novak Djokovic du fond du court. Alors Novak Djokovic, qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place? Axer le jeu sur le coup droit de son adversaire, faire des balles vraiment basses à plat pour gêner Alexander Zverev. Il se montre souvent passif, il a du mal à être agressif. Côté coup droit, au service, il va devoir s'améliorer, passer plus de premières balles. On a vu qu'il s'améliorait au fur et à mesure des matchs parce que Alexander Zverev est un très bon relanceur. Et à la relance,
Djokovic aussi, très important, va devoir mettre la pression sur son adversaire. Comme je te le disais, c'est pas encore du prime Alexander Zverev, donc s'il arrive à lui mettre le doute, déjà à relancer ses premières, parce qu'il a su profiter d'une très bonne qualité de service contre Adrian Manarino, mais là s'il lui met le doute sur sa première, forcément il va commencer à cogiter sur sa seconde, et là Djokovic, ça va être du pain béni pour lui, il va pouvoir avoir des points gratuits. Concernant le Z, qu'est-ce qu'il va devoir mettre en place? Un schéma de jeu qu'il a très bien fait aux ATP Finals, que Medvedev avait d'ailleurs fait à l'US Open en finale en 2021, c'est jouer des balles longues au centre, ne pas donner d'angle à son adversaire. Bien sûr, il va devoir jouer un petit peu à contre-nature, ne pas se montrer passif comme souvent et se mettre très loin derrière sa ligne et jouer Djokovic du fond à gauche, à droite. Non, il faut pas faire ça. Faut essayer de trouver le bon compromis, la bonne balance entre défense et agressivité, ce qu'il avait parfaitement su faire encore une fois aux ATP Finals. Le service, il sera capital. On l'a vu, ça l'a porté contre Adrian Manarino, passer un maximum de première balle, être confiant derrière sa première, ce qui va lui permettre également d'être confiant derrière sa seconde balle, comme ça avait été le cas aux ATP Finals où il avait remporté plus de 65% des points derrière sa seconde balle. C'est tout simplement monstrueux par rapport à ses dernières confrontations contre le Serbe. Là forcément il n'aura pas un tel pourcentage, mais vraiment être serein sur sa première et derrière se libérer un petit peu sur sa seconde balle, parce que sinon il peut très rapidement se faire asphyxier par Novak Djokovic. Et ensuite la relance, c'est un compartiment du jeu où il peut se montrer agressif. Il l'avait montré à Tokyo aux Jeux Olympiques où il arrivait vraiment à retourner long, profond au centre, ce qui fait qu'il empêchait le service plus sain de Novak Djokovic, et lui ça lui permettait un retour plus sain où il arrivait à faire le point assez rapidement grâce à un très bon premier retour. Au niveau du pronostic, je vois quand même un match accroché, je dirais un match en 3-7 avec, je pense, par rapport à ce que les deux joueurs ont montré cette semaine, une victoire de Novak Djokovic qui a vraiment envie de conquérir le territoire américain après ces 2 ans d'absence. Par contre, étant donné que c'est en Masters 1000, une contre-performance du Serbe ne m'étonnerait pas forcément, sachant que son but c'est d'atteindre son pic de forme pour l'US Open et pas à Cincinnati. Mais bon, je vais quand même miser sur une victoire de Novak Djokovic. En tout cas, on se retrouve ce dimanche pour analyser la finale de Cincinnati et se mouiller sur le vainqueur. Si tu veux patienter d'ici là et vibrer sur cette fin de Cincinnati, je t'invite à rejoindre notre Discord. Je te mets tous les liens en description. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.